Une onde, c'est le déplacement d'une perturbation d'une propriété physique par rapport à son état d'équilibre. Un exemple classique, c'est une onde sonore qui est une modification de la pression de l'air. Donc il y a des particules d'air qui sont comprimées par la source sonore. Ces particules elles viennent perturber les particules voisines qui à leur tour perturbent d'autres particules, etc. Donc vous avez sous les yeux un exemple d'une onde sinusoïdale. Donc on va retrouver des caractéristiques ici physiques. Donc en abscisse, on va noter x, d'accord? Et vous avez ici la valeur, par exemple la valeur de la pression ou la valeur d'une hauteur de vague, etc. en fonction donc de cette position x. Donc pour cette onde, on a des éléments qui la caractérisent. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes consécutives, d'accord? Et l'amplitude, c'est la hauteur par rapport à l'origine, par rapport à la valeur 0. Donc l'amplitude, c'est la hauteur de la crête. Maintenant, il va falloir faire évoluer ces ondes au fil du temps. Donc il y a un autre paramètre qui intervient, c'est un paramètre temporel. Donc on a le temps t et une onde peut se déplacer plus ou moins vite, d'accord? Donc on a une vitesse de déplacement de l'onde qu'il ne faut pas confondre avec l'amplitude ni la longueur d'onde. D'accord? Donc on va voir les équations de ces ondes sinusoïdales. Alors vous allez me dire que les ondes sinusoïdales c'est assez restrictif et que on ne peut pas modéliser tous les phénomènes par une seule onde sinusoïdale. Mais en fait on peut superposer les ondes. Donc qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Vous avez une onde sinusoïdale bleue, d'accord, avec une assez forte amplitude et puis une longueur d'onde assez grande. Et puis vous avez une onde sinusoïdale verte avec une plus petite longueur d'onde et puis une amplitude un petit peu plus faible aussi. Et on peut additionner ces ondes, on peut superposer ces ondes. Mathématiquement, ça revient à faire la somme des deux fonctions. Et on obtient en bas une onde périodique qui n'est plus une onde sinusoïdale, mais qui est la somme de deux ondes sinusoïdales. Et donc vous voyez qu'elle a une allure assez compliquée. En fait, il y a un théorème mathématique qui dit que n'importe quelle fonction périodique peut être approchée d'aussi près qu'on veut par une somme de plusieurs ondes sinusoïdales. Il y a beaucoup de phénomènes physiques qui sont modélisés tout simplement par une onde sinusoïdale, dont je vais vous donner l'équation. Donc, on va déterminer une valeur grand F qui correspond donc à une valeur physique, par exemple pour nous la hauteur d'une vague, ou ça pourrait être la valeur de la pression sonore par rapport à une pression d'équilibre, etc., qui va dépendre de deux paramètres, un paramètre spatial x et un paramètre temporel t. D'accord? Donc la valeur de cette fonction, f de xt, c'est a sinus 2pi divisé par lambda x. Donc ça correspond à un paramètre spatial. Moins 2pi divisé par grand T fois petit t. Ça correspond à la valeur temporelle. Donc qu'est-ce que c'est que nos constantes? Grand A, c'est l'amplitude. D'accord? Donc si vous voulez, c'est la hauteur de la vague par rapport au niveau 0. Lambda, c'est la longueur d'onde, donc lambda est exprimé en mètres par exemple. Donc c'est la distance entre deux crêtes consécutives. C'est aussi donc la distance entre deux creux consécutifs si vous préférez. Et t, c'est la période, d'accord? Donc t va être exprimé en secondes par exemple. Donc ici, on a un signal qui est dessiné pour un certain t fixé, et ce signal, il va se déplacer en fonction du temps. Et quand ce point-là se retrouve exactement à la position de la crête suivante, eh bien, le temps écoulé, c'est exactement une période. Maintenant, vous avez peut-être envie de savoir pour une vague, par exemple, à quelle vitesse elle se déplace. Une fois que vous avez toutes ces constantes qui sont définies, la vitesse de déplacement de votre onde, c'est lambda divisé par t. C'est donc la longueur d'onde divisée par la période. Lorsqu'on lance un caillou dans l'eau, on voit apparaître à la surface des ondes. Et par contre, la hauteur des vagues diminue quand on s'éloigne du point d'impact parce que l'énergie se répartit dans toutes les directions. Et bien sûr, par contre, la hauteur des vagues va bouger au fil du temps.
Donc voici une coupe pour un instant t fixé de cette hauteur des vagues. Et vous voyez que la hauteur des vagues diminue lorsqu'on s'éloigne de l'origine. Ce qui est intéressant, ça peut être de lancer simultanément deux cailloux dans l'eau, d'accord? Donc vous avez deux points d'impact qui sont différents. Et vous avez des figures compliquées qu'on appelle des figures d'interférence compliquées. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des endroits où la hauteur de vague est nulle parce que vous avez une hauteur d'une certaine onde qui est positive qui se compense avec une hauteur négative. Et donc, c'est assez sympa à dessiner. Voici la formule d'une onde de dimension 2 qui correspond au lancer d'un caillou dans l'eau. Donc la hauteur de la vague va dépendre de la position du point considéré, ou plus exactement de la distance r entre ce point et l'origine, donc qui se calcule par racine de x carré plus y carré. On imagine que le caillou atterrit à l'origine, et ça dépend bien sûr du temps t. Donc la formule c'est a divisé par r, sinus de 2pi divisé par lambda fois petit r, moins 2pi divisé par grand T fois petit t. Donc la différence par rapport à une onde 1D, c'est principalement dans le fait qu'on divise ici par R, ce qui correspond à la dispersion de l'énergie par rapport au rayon. Il y a un phénomène physique qu'on connaît bien qui est la réflexion qu'on a étudié en détail lors du lancer de rayons pour calculer l'éclairage. Donc on a ici une surface, ici, qu'on va considérer plate. On a un rayon incident qui arrive sur cette surface. On va considérer la normale, c'est-à-dire une droite orthogonale à cet élément de surface. Et donc si le rayon incident arrive avec un angle θ par rapport à la verticale, il repart aussi avec un angle θ par rapport à la verticale. Si on veut être un peu plus précis, on va parler d'angle orienté, c'est-à-dire avec un signe. L'angle incident arrive avec un angle θ par rapport à la verticale et il repart avec un angle moins θ par rapport à cette même verticale. Le principe de réflexion s'applique bien sûr aux rayons lumineux, mais il s'applique à d'autres objets, par exemple à une bille de billard qui rebondit sur les bords. Donc ici, on a la trajectoire après un rebond, et puis on peut calculer, itérer le principe de réflexion pour calculer la trajectoire après ici 3 rebonds, et puis on continue, et puis on peut calculer une trajectoire assez compliquée. Il y a un autre phénomène qu'on a déjà rencontré lors du lancer de rayons pour calculer la transparence, c'est le principe de réfraction. Donc on a un rayon incident qui se propage dans un certain milieu et qui forme un angle θ1 avec la verticale. Lorsque ce rayon va changer de milieu, il ne va pas se propager en ligne droite a priori, il va former un angle θ2 avec la verticale après réfraction. D'accord? Donc les θ1 et θ2 sont généralement des angles différents. Donc on va noter N1 l'indice du premier milieu et N2 l'indice du second milieu. Les indices sont des nombres réels qui sont déterminés expérimentalement. Et donc la relation entre l'angle incident et l'angle réfracté donnée par la loi de Snell-Descartes, N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. Maintenant, quelques mots supplémentaires sur les indices. Donc l'indice de l'air, c'est environ égal à 1. L'indice de l'eau, c'est environ égal à 1,3. Et l'indice du verre, c'est environ égal à 1,5. Maintenant, ceci, ce sont que des approximations. Et si on veut être plus précis, en fait, les indices dépendent de la longueur d'onde du rayon. D'accord ? Donc, c'est très important, c'est ce qui permet d'avoir des phénomènes comme l'arc-en-ciel ou la décomposition de la lumière quand une lumière blanche traverse un prisme. Alors on va regarder ce qui se passe pour la formule de l'indice du verre. En première approximation, l'indice du verre c'est 1,4580. D'accord ? Mais si on veut tenir compte d'un terme plus précis, on va ajouter un terme qui dépend de la longueur d'onde du rayon
plus 0,0354 divisé par lambda au carré. Où lambda, c'est la longueur d'onde, ici exprimée en micromètres. Donc pour les longueurs d'onde visibles, lambda, ce serait un nombre entre 0,38 et 0,78. Et donc ça nous donne l'indice du verre en fonction de la longueur d'onde du rayon. Répétons l'importance de la réfraction pour le calcul des lancers de rayons et l'affichage des objets en transparence. Donc c'est important que vous programmiez vous-même le calcul du lancer de rayons à travers un changement de milieu. Vous pouvez lancer plusieurs rayons pour voir leur comportement après réfraction. Et surtout, vous pouvez répéter l'expérience de Newton de calcul de réfraction d'une lumière blanche à travers un prisme pour voir la décomposition du spectre de la lumière blanche.